La pharmacie de la rue Pasteur a brûlé il y a 3 jours. Une colonne de fumée noire, un spectre moderne dans le ciel gris. Le dispensaire du quartier, vide depuis des semaines, n'est plus qu'une coquille glacée. Et cette éraflure sur votre avant-bras, celle que vous avez ignorée, elle est maintenant rouge, chaude, et la traînée pourpre remonte vers votre coude comme une carte tracée vers un endroit que vous ne voulez absolument pas visiter. Dans le monde d'avant, un comprimé et une ordonnance suffisaient. Tout était réglé avant le week-end. Dans ce nouveau chaos, vous avez peut-être 48 heures pour trouver une solution par vous-même. Passé ce délai, cette simple coupure décidera de votre sort. Voici la vérité que les films catastrophes ne révèlent jamais. La plupart des gens dans ces nouvelles terres désolées ne sont pas tués par des hordes ou des explosions dramatiques. Ils tombent à cause d'une écharde infectée, d'une rage de dents qui dégénère en septicémie ou d'une eau qui semblait suffisamment claire. Le savoir permettant d'éviter cela, c'est la véritable monnaie d'échange aujourd'hui. Et vous êtes sur le point de comprendre pourquoi. Les nouvelles règles ont été écrites. L'ordre ancien est une illusion morte. Tout ce qui sera abordé dans ce guide n'est qu'une expérience de pensée pour un unique scénario, l'effondrement sociétal total. Nous parlons du jour où les urgences ne répondent plus, où les sirènes d'ambulance se sont tues à jamais, où l'infrastructure sanitaire qui maintient la population en bonne santé a totalement disparu. Ce n'est en aucun cas un conseil pour votre quotidien. Nous ne sommes pas là pour vous inciter à rejeter les médecins ou à faire confiance à des méthodes alternatives. Dans des circonstances normales, vous consultez des professionnels. Vous obtenez un diagnostic précis de personnes ayant consacré des années à maîtriser cette science. Vous suivez leurs directives, car elles savent ce qu'elles font. C'est cela, la civilisation. Et ces standards ont été établis pour d'excellentes raisons. Mais nous explorons ici le jour théorique où la civilisation a pris un congé permanent sans espoir de retour. Prévenir sera toujours, sans exception, plus facile que guérir. Voulez-vous savoir ce qui est plus simple que de traiter la dysenterie? Ne pas contracter la dysenterie du tout. Dans un scénario d'effondrement, les survivants n'auraient Dieu que pour la purification de l'eau. Chaque goutte serait suspecte. L'ébullition deviendrait un rituel sacré. Se laver les mains avec les maigres ressources disponibles deviendrait une obligation inaliénable. La préparation des aliments serait menée avec une paranoïa calculée. Ce ne sont pas des suggestions pour les prudents, c'est la philosophie de survie qui régnerait en maître. Restez simple. Vous n'aurez pas besoin de maîtriser la pharmacologie complexe ou de comprendre le fonctionnement des récepteurs cellulaires. Vous devrez reconnaître qu'une certaine température corporelle exige une action immédiate, que des signes visuels précis sur une blessure indiquent que le compte à rebours est lancé, que la déshydratation suit des schémas précis et prévisibles. Des protocoles simples, mémorisés et exécutés avec discipline feront la différence entre ceux qui survivent et ceux qui succombent. La complexité engendre la confusion. La confusion provoque l'hésitation. L'hésitation mène à la chute. Le chaos ne pardonnera pas les erreurs, mais il sera prévisible si vous en comprenez la dynamique. La plupart des urgences médicales suivent des scénarios établis. Les apprendre avant la crise, les pratiquer tant que les ressources existent encore, permet de créer des réflexes automatiques quand la panique menace. Que se passe-t-il, cependant, lorsque la prévention échoue, ce qui, inévitablement, arrivera? 3. La chasse aux remèdes, le pilleur stratégique. La recherche de médicaments dans les pharmacies abandonnées ne sera pas un jeu de piste, mais une course désespérée. Ces lieux ressembleraient à des sites frappés par des tornades humaines. Des gens au bord du gouffre, avec des enfants malades, des parents mourants, leurs propres douleurs non traitées. Ils prendraient l'évidence en premier, les stupéfiants, les psychotropes, tout ce qui a une valeur marchande immédiate ou une reconnaissance populaire disparaîtrait dans les premières 72 heures. Mais voici ce que la plupart des gens n'auraient pas compris sur la véritable valeur des pharmacies de quartier, celles comme la petite enseigne du boulevard Saint-Michel qui a échappé aux flammes. L'essentiel se cache souvent dans les rayons les plus anodins,
les sections que personne ne remarque tant que le besoin n'est pas vital. A. Les antibiotiques, la priorité absolue. Les antibiotiques seraient la priorité suprême. Les versions génériques, celles qui traitent les infections bactériennes avant qu'elles ne se propagent dans le sang et ne deviennent des cauchemars systémiques. Les survivants devraient mémoriser des noms qui sont aujourd'hui banals, mais qui deviendraient des talismans. Amoxicilline, azithromycine, ciprofloxacine. Ces molécules représenteraient la ligne de démarcation entre une plaie infectée et la perte d'un membre due à une nécrose galopante. Comprendre les protocoles de dosage serait crucial. Les schémas de traitement standards, souvent imprimés sur les boîtes, deviendraient une lecture sacrée. L'idée de terminer le cycle complet, plutôt que d'arrêter dès la disparition des symptômes, serait la règle d'or. Un traitement incomplet n'élimine pas l'infection. Il apprend aux bactéries à survivre à la prochaine tentative, créant une résistance mortelle. B. Les compagnons du quotidien. Viennent ensuite les antalgiques et les antipyrétiques pour la douleur et la fièvre. Les médicaments en vente libre que chaque foyer possède et utilise rarement jusqu'au bout. Les formules à base d'ibuprofène, les molécules de la classe de l'acétaminophène, paracétamol, localement, les dérivés de naproxène. Ils réduisent la fièvre, gèrent la douleur et diminuent l'inflammation qui pourrait transformer une difficulté à marcher en handicap permanent. Ces pilules seraient partout. Armoire de salle de bain, tiroir de cuisine, boîte à gants de voiture. Elles seraient simultanément partout et nulle part, selon le nombre de pilleurs qui seraient passés avant vous. Connaître les limites maximales de sécurité quotidienne est vital pour éviter de troquer un soulagement éphémère contre des dommages organiques silencieux et permanents. C'est l'allergie, la menace silencieuse. Les antihistaminiques mériteraient un respect qu'on ne leur accorderait pas d'emblée, car une réaction allergique grave peut passer de l'inconfort à la menace vitale en moins de 15 minutes. L'anaphylaxie obstrue les voies respiratoires et fait chuter la tension artérielle plus vite que vous ne pourriez chercher une aide qui n'existe plus. Les médicaments de type diphénhydramine géreraient la plupart des réactions avant l'escalade. De plus, ils ont l'avantage de servir d'aide au sommeil lorsque le stress et les cauchemars empêchent le repos. Dans ces conditions, les outils polyvalents sont la règle. Les articles à usage unique sont un luxe impensable. D. La ligne de front. Soins des plaies. Les antiseptiques et les fournitures de pansement formeront la véritable ligne de front contre l'infection. Le peroxyde d'hydrogène qui mousse en oxydant les bactéries, l'alcool à friction qui brûle intensément mais laisse un tissu stérilisé, les solutions d'iode qui gèrent un spectre plus large de menaces, les gaz, les sparadraps, le ruban adhésif médical. Ces articles sont rangés dans les sections de premiers secours, les armoires de cuisine, les placards d'entretien. La plupart des gens en achetaient, mais en utilisaient peu, ce qui signifie que des réserves subsisteraient si vous fouillez méthodiquement plutôt que frénétiquement. Cependant, vous ne seriez pas le seul à avoir compris que ces lieux contiennent des trésors. Chaque pharmacie serait un point de conflit potentiel. La stratégie serait la suivante. Entrer avec un plan, acquérir des nécessités précises, sortir rapidement, ne jamais se laisser tenter par la cupidité. L'avidité vous rend lent, encombré et prévisible. Mais que faire lorsque les étagères sont vides et que les portes des laboratoires sont scellées? La nature, elle, est la pharmacie originelle, et elle n'a jamais cessé de fonctionner. C'est à elle que nous devons nous tourner. IV, la pharmacie de Mère Nature, la médecine qui pousse aux pieds. Avant que les pilules n'arrivent dans des flacons ambrés avec des bouchons de sécurité, elles poussaient dans la terre et sous le soleil. Elles seraient toujours là. Le désert post-effondrement serait rempli de médicaments, à condition que vous ayez formé vos yeux à les reconnaître. Le piège, et il est majeur, c'est que les plantes sont ambiguës. Certaines soignent, d'autres tuent, et certaines se ressemblent à s'y méprendre jusqu'à ce que vous subissiez des conséquences irréversibles. Mère Nature n'étiquette pas ses produits avec des listes d'ingrédients. Elle attend de vous
que vous ayez fait vos devoirs. La règle d'or non négociable de la cueillette: n'utilisez jamais une plante sans être absolument, totalement, à 100% certain de son identité. Pas juste à peu près sûr, pas cela ressemble à la photo. Certain. Les plantes toxiques sont abondantes. Elles poussent souvent juste à côté des plantes bénéfiques et elles ne pardonnent aucune erreur d'identification. La ciguë, hemlock, ressemble à la carotte sauvage jusqu'à ce qu'elle paralyse la respiration. La digitale foxglove a de jolies fleurs jusqu'à ce qu'elle arrête le cœur. L'aconie ressemble à des oignons sauvages jusqu'à ce qu'ils paralysent le système nerveux. Les conséquences sont permanentes et plus rapides que vous ne le penseriez. Ceci étant établi, examinons les plantes si courantes, si distinctives et si utiles que tout survivant théorique devrait les connaître. A. Le saule blanc, l'aspirine de l'ancien temps. L'écorce de saule, c'est l'aspirine avant qu'elle n'existe dans les laboratoires. L'écorce interne contient de la salicine, que le corps convertit en acide salicylique, le composé actif. Les survivants devraient prélever de fines couches sur les branches et les faire bouillir en une tisane amère. C'est un analgésique et un réducteur de fièvre utilisé par les humains depuis des millénaires. La préparation serait simple. Écorce infusée dans de l'eau bouillante. Le goût serait amer, terreux, littéralement comme boire un arbre. Mais cela fonctionnerait contre les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires et la fièvre, lorsque les options pharmaceutiques seraient épuisées. La prudence est de mise. Évitez la surutilisation qui irrite la muqueuse de l'estomac, tout comme trop d'aspirine moderne. B. Le plantain, le pansement du soldat. Le plantain, ne pas confondre avec le fruit exotique, est cette mauvaise herbe à larges feuilles qui pousse dans chaque fissure de trottoir, chaque parcelle de terre perturbée. Vous l'avez écrasé des milliers de fois sans le remarquer. Il serait reconnu comme un guérisseur de plaies que portaient les armées antiques. Ces feuilles contiennent de l'allantoïne qui favorise la régénération des tissus et du mucilage qui apaise l'inflammation. L'application est primitive des feuilles fraîches pour former une pâte. Appliquée directement sur les coupures, écorchures, piqûres d'insectes, brûlures mineures. Cela réduirait l'enflure, accélérerait la guérison et apaiserait les démangeaisons. Il est disponible partout et impossible à éradiquer complètement. C. Le pissenlit, le trésor incompris. Le pissenlit, cette mauvaise herbe que les propriétaires de jardins détestent, serait reconnu comme entièrement comestible et incroyablement nutritif. Les feuilles contiennent des niveaux élevés de vitamines A, C et K. La vitamine C, en particulier, préviendrait le scorbut, cette maladie qui fait saigner les gencives et se déchausser les dents, et qui apparaît après environ 3 mois sans apport suffisant. Les feuilles de pissenlit l'empêcheraient. Les racines pourraient être rôties, moulues et infusées comme un substitut de café. Le pissenlit pousse partout, prospérant dans les sols perturbés et les zones négligées. Parfait pour les gens survivant dans des environnements perturbés et négligés. D. L'achillée millefeuille, l'herbe du saignement. L'achillée millefeuille serait connue comme l'herbe du soldat, utilisée sur les champs de bataille depuis des millénaires pour arrêter les saignements. Vous la trouveriez dans les champs et les prairies, reconnaissable à ses grappes de fleurs distinctives sur des feuilles fines. Elle contient des produits chimiques qui favorisent la coagulation sanguine et resserrent les vaisseaux. Pour les plaies qui saignent, veineuses ou capillaires, l'application directe de feuilles écrasées aiderait à former des caillots plus rapidement. Elle possède également de douces propriétés antimicrobiennes. Ce n'est pas un substitut à une fermeture de plaie adéquate, mais c'est infiniment mieux que rien. L. L'oseille, l'antidote à la carence. L'oseille, sheep sorrel, serait une autre mauvaise herbe commune. Petite feuille en forme de flèche avec un goût acide et piquant. Sa forte teneur en vitamine C serait précieuse pour prévenir les maladies de carence. Les feuilles peuvent être consommées crues ou en tisane. Attention toutefois,
Consommation modérée en raison de sa teneur en acide oxalique, qui, en grande quantité, peut être problématique. Voici la réalité dangereuse. Pour chaque plante utile, plusieurs plantes toxiques poussent dans des environnements identiques, se ressemblant parfois de manière frappante. L'aconite et la grande ciguë pourraient ressembler à des plantes bénéfiques. La belladone a des baies attrayantes qui provoquent des réactions mortelles. Le thanasie ressemble à une herbe anodine jusqu'à ce qu'il cause de graves problèmes. Le protocole que les survivants devraient développer. Apprendre à partir de guides de terrain avec des photos couleurs de haute qualité montrant les plantes à différents stades de croissance. Pratiquez l'identification lorsque vous n'êtes pas désespéré, lorsqu'il y a le temps de comparer méticuleusement. Récolter dans des zones éloignées des routes, des sites industriels et des zones agricoles contaminées. En cas de doute, n'utilisez pas. Ne mangez pas. Ne touchez même pas si vous la suspectez. La faim est temporaire. L'empoisonnement est permanent et fatal. De plus, la médecine naturelle n'a pas de standardisation. La force de cette tisane d'écorce de saule dépend de l'espèce d'arbre, de la saison, de la partie d'écorce utilisée, du temps d'infusion. Les entreprises pharmaceutiques dépensent des milliards pour s'assurer que chaque pilule contienne la dose exacte. Mère Nature n'a que faire des normes de qualité. Ainsi, lorsque vous utilisez des plantes médicinales, vous commenceriez par de petites quantités, observeriez la réaction de votre corps, puis ajusteriez. Plus lent, moins précis, mais infiniment mieux que de n'avoir rien. La conservation est essentielle. Les plantes doivent être séchées complètement dans des endroits chauds, sombres et bien ventilés. Une fois parfaitement sèches, elles sont stockées dans des récipients scellés, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Tout doit être clairement étiqueté avec le nom et la date. Des mois plus tard, stressé et fatigué, personne ne se souviendra de ce que contient le bocal sans marque. Mais savoir d'où vient le remède n'est utile que si vous comprenez quand et comment l'utiliser. Explorons les scénarios spécifiques qui mettraient ce savoir à l'épreuve. La fièvre monte, une chaleur de fournaise que votre corps irradie dans la nuit. Est-ce le signe de la fin ou le début d'un combat que vous pouvez encore gagner? Si vous connaissez d'autres idées pour les premiers soins en milieu hostile, partagez-les en commentaire. Ensemble, nous construisons le savoir qui ne périra pas. V. La médecine de crise. Domptez ce qui va vous tuer en premier. La douleur et la fièvre ne sont pas des signes à ignorer. Ce sont des messages cryptés envoyés par votre système immunitaire. La douleur vous dit où concentrer votre attention. La fièvre vous dit que le corps livre une guerre biochimique. L'une ne demande pas de panique, l'autre exige une stratégie. La fièvre légère est un allié. Elle accélère les réactions immunitaires et empêche certaines bactéries de se multiplier. Ce n'est pas un ennemi, c'est un escadron d'artillerie. Mais les fièvres élevées, celles qui dépassent les 39 degrés Celsius, 102,2 degrés F, sont dangereuses. Elles provoquent une déshydratation rapide et un stress cardiaque sévère et rendent le cerveau vulnérable. Le temps devient alors une ressource médicale. Sans planification, la fièvre déshydrate le corps plus vite que l'on imagine, épuisant les électrolytes et conduisant à l'effondrement. Voici le protocole basique qu'un survivant devrait mémoriser. Liquide, repos, refroidissement modéré, surveillance, anti-inflammatoire seulement si nécessaire, pas de suffocation thermique. Les liquides sont vitaux, mais les liquides seuls ne suffisent pas. L'hydratation correcte exige des électrolytes, sel, minéraux et sucre. Sinon, le corps ne peut pas retenir l'eau convenablement et vous ne faites que remplir un réservoir percé. Une solution maison avoisine le spectre optimal. Eau bouillie, une pincée de sel, une cuillerée de sucre, quelques feuilles de plantes riches en vitamine C si disponibles. Ceci ressemble plus à un protocole de survie qu'à une boisson de pique-nique. La fièvre demande un refroidissement modéré, pas agressif. Pas de bain glacé qui déclencherait un choc thermique. On préfère un linge humide sur le front, les aisselles, l'aine ou le dos.
Cela aide le corps à libérer progressivement la chaleur sans le forcer et sans déclencher de tremblements violents qui augmenteraient paradoxalement la température. Le repos n'est pas une suggestion. L'activité physique augmente la température. Chaque effort inutile, chaque marche, chaque discussion agitée retarde la guérison. Le cerveau s'embrume lorsque les électrolytes s'effondrent et que la chaleur perturbe les signaux neuronaux. La confusion n'est pas un signe psychologique, c'est un signe biologique. Dans le monde d'avant, c'est à ce stade qu'on appellerait les urgences. Dans le monde effondré, vous êtes les urgences. L'usage des anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène ou l'acétaminophène, doit être intelligent. Ils réduisent les symptômes, mais peuvent masquer une progression dangereuse si vous ne surveillez pas l'évolution de la fièvre. Ne prenez jamais ces molécules pour ensuite ignorer les signes d'aggravation. Le masque ne remplace pas le diagnostic. La fièvre sévère exige parfois une stratégie plus agressive. Éponge humide répétée, ventilation, changement de vêtements trempés, ingestion contrôlée d'électrolytes, repos total. Lorsque la fièvre persiste plus de 3 jours malgré toutes les mesures ou qu'elle augmente malgré tout, cela indique un foyer infectieux qui échappe au contrôle immunitaire. À ce stade, les antibiotiques deviennent non seulement utiles, mais peut-être essentiels. Et s'ils ne sont pas disponibles, le pronostic dépendra d'une combinaison d'hygiène, de chance et de robustesse génétique. Lorsque la fièvre commence à baisser, ne célébrez pas trop vite. La chute peut représenter un épuisement immunitaire et non une victoire. La vigilance continue est obligatoire. Les premières victoires sont lentes, parfois subtiles. Le rythme cardiaque diminue légèrement, le sommeil devient plus profond, la confusion s'atténue, la peau redevient moins chaude. L'instinct vous dira d'accélérer la reprise d'activité. C'est une erreur classique. Même lorsque les symptômes reculent, le corps lutte encore, et toute surcharge peut relancer la fièvre. Le tissu infecté est un champ de bataille microscopique. Chaque cellule immunitaire est une soldate, une archère, une unité d'assaut. La bataille continue sous la peau, invisible, têtue, vivante. Avec une bonne hydratation, une hygiène rigoureuse de la plaie, un repos strict et un protocole constant, une infection courante peut se résoudre. Mais une infection négligée devient une entité vivante qui progresse comme un incendie, consomme les tissus et cherche la voie du sang. Une fois dans le sang, la septicémie commence. La septicémie est la fonction cauchemardesque où l'infection devient systémique. Le corps entier devient un champ de bataille. Les vaisseaux sanguins se dilatent, la pression chute, le cœur s'emballe, les reins cessent de filtrer, le cerveau s'enveloppe de confusion et la mort approche silencieusement. Aucun survivant sensé ne laisserait une plaie évoluer jusqu'à ce stade sans avoir tout tenté en amont. Nettoyage agressif, débridement si nécessaire, pansement propre, surveillance horaire et antibiotiques si disponibles. La douleur localisée qui devient pulsatile, une chaleur dramatique autour d'une blessure, une rougeur qui s'étend comme une rivière et une fièvre qui augmente, tout cela indique clairement que le compte à rebours est lancé. Dans ces circonstances, le protocole ne doit pas attendre l'intuition. Il doit être automatique. Soins locaux immédiats, hydratation, électrolytes, repos strict et, si disponible, antibiotiques dès les premiers signes. Si vous attendez que la douleur devienne insupportable, que la fièvre soit délirante ou que la rougeur se propage en serpentant sur la bras ou la jambe, vous avez attendu trop longtemps. Une fois dans le sang, les bactéries déclenchent une réponse immunitaire massive qui fait grimper la température et perturbe la pression artérielle. Les reins commencent à souffrir. Le rythme cardiaque s'accélère. Le cerveau se couvre d'un brouillard dangereux. La septicémie tue silencieusement, progressivement et impitoyablement. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une évolution dramatique du cinéma catastrophe. Il s'agit de la raison réelle pour laquelle les infections étaient mortelles avant l'avènement de la médecine moderne.
Et pourquoi elle redeviendrait mortelle si cette médecine disparaissait? Le protocole complet contre l'infection serait la réponse la plus cruciale pour les survivants. Et voici le point clé. Si vous intervenez tôt, vous pouvez gagner. Si vous attendez, l'infection gagne. Le temps est une ressource médicale. Pas seulement les fournitures, pas seulement les médicaments. Le temps. Une plaie infectée surveillée dès le début est gérable. Une plaie négligée pendant 3 jours devient une roulette russe biologique. Si vous avez accès à des antibiotiques et que les signes d'infection apparaissent, ne réfléchissez pas pendant une semaine. Commencez le traitement immédiatement. Une dose retardée peut être la différence entre survivre à domicile et mourir dans un fossé que personne ne trouve jamais. Si vous n'avez pas d'antibiotiques, vous devez agir localement et agressivement. Nettoyage, désinfection, extraction des tissus morts, bandage propre, hydratation, surveillance. C'est votre protocole. Et voici une vérité brutale. Si l'infection ne régresse pas dans les 24 à 48 heures, ou si la fièvre dépasse le seuil dangereux, une amputation pourrait devenir la seule solution rationnelle. Dans la médecine moderne, l'amputation est une décision extrême, utile uniquement en dernier recours. Dans un monde effondré, c'est parfois la seule frontière entre un être humain vivant et un cadavre en sursis. La décision ne serait jamais facile. Elle demanderait un courage moral immense. Mais si une infection incontrôlable progresse, l'alternative n'est pas la guérison. L'alternative est la septicémie et l'agonie lente. Heureusement, la majorité des infections ne nécessiteraient pas cela si elles sont prises tôt et traitées avec discipline. Le nettoyage minutieux et le changement fréquent de pansement sont souvent plus puissants qu'on ne l'imagine. Mais voici l'étape que presque tous les amateurs oublieraient. La plaie doit respirer. Une humidité constante étouffe le tissu et ralentit la cicatrisation. Un bandage trop serré favorise la stagnation microbienne. Lorsque les conditions sont sûres, retrait temporaire du pansement, nettoyage, sécheresse, réévaluation, puis pansement frais. C'est une chorégraphie presque quotidienne. La majorité des civilisations anciennes ne guérissaient pas les infections avec des pilules pharmaceutiques. Elles les géraient avec l'hygiène, le drainage naturel, les herbes antimicrobiennes et une discipline méticuleuse. C'est la même guerre menée avec des armes différentes. Ce qui rend les plaies infectées mortelles n'est pas seulement la bactérie, mais l'ignorance. L'infection aime les environnements négligés, les bandages saturés, les tissus morts et le désespoir. Elle ne prospère pas dans les protocoles cliniques répétés avec la précision d'un rituel. Une plaie peut être petite. Une infection n'en a rien à faire. Quand les anciennes infrastructures médicales se sont effondrées, ce ne sont pas les blessures graves qui tuent en majorité. Ce sont les petites négligences. Une écharde dans le pied, la minuscule coupure d'un couteau de cuisine ou une morsure d'insecte peuvent conduire à une infection qui devient une menace vitale. Ce sont les détails ignorés, jamais les explosions hollywoodiennes. L'humanité a une relation étrange avec la douleur et la maladie. Tant que la technologie existe, nous pensons que tout est temporaire. Une pilule, une ordonnance, une salle d'urgence ouverte 24 heures sur 24 et le problème disparaît. Dans un monde effondré, chaque décision devient médicale, même lorsqu'elle ne ressemble pas à de la médecine. Boire de l'eau non bouillie, ne pas se laver les mains, réutiliser un bandage sale, attendre un jour de trop, tout cela peut devenir un événement fatal. Il existe un paradoxe sinistre. La plupart des problèmes médicaux graves ne semblent pas sérieux au début. Ils sont banals, ils sont discrets, et cela les rend perfides. Mais voici le revers de la médaille. La plupart des urgences médicales peuvent être évitées avec des protocoles simples, des réflexes disciplinés et une compréhension basique des signaux corporels. Et dans un monde privé d'hôpitaux, de secours et de pharmaciens, ce savoir devient la médecine du futur,
gravés non pas sur des écrans, mais dans la mémoire et la survie des gens ordinaires.